Bonsoir, alors ce soir, donc nous allons continuer les liaisons dangereuses. Nous sommes rendus au chapitre, non, à la lettre 24. Et le vicomte de Valmont, donc il a un petit peu troublé notre président de Tourvel. Donc là, la lettre 24, en fait, il va lui écrire. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner en fait pour avoir la suite un peu de toutes mes lectures, etc. Donc voilà, donc lettre 24, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Ah, par pitié, madame, daignez calmer le trouble de mon âme, daignez m'apprendre ce que je dois espérer ou craindre. Placé entre l'excès du bonheur et celui de l'infortune, l'incertitude est un tourment cruel. Pourquoi vous ai-je parlé ? Que n'ai-je pu résister au charme impérieux qui vous livrait mes pensées? Content de vous adorer en silence, je jouissais au moins de mon amour, et ce sentiment pur, que ne troublait point alors l'image de votre douleur, suffisait à ma félicité. Mais cette source de bonheur en est devenue une de désespoir, depuis que j'ai vu couler vos larmes, depuis que j'ai entendu ce cruel « Ah, malheureuse !» Madame, ces deux mots retentiront longtemps dans mon cœur. Par quelle fatalité le plus doux des sentiments ne peut-il vous inspirer que l'effroi? Quelle est donc cette crainte? Ah, ce n'est pas celle de la partager. Votre cœur que j'ai mal connu n'est pas fait pour l'amour. Le mien que vous calomniez sans cesse est le seul qui soit sensible, le vôtre est même sans pitié. S'il n'en était pas ainsi, vous n'auriez pas refusé un mot de consolation au malheureux qui vous racontait ses souffrances. Vous ne vous seriez pas soustraite à ses regards, quand il n'a d'autre plaisir que celui de vous voir. Vous ne vous seriez pas fait un jeu cruel de son inquiétude en lui faisant annoncer que vous étiez malade sans lui permettre d'aller s'informer de votre état. Vous auriez senti que cette même nuit, qui n'était pour vous que 12 heures de repos, allait être pour lui un siècle de douleur. Par où, dites-moi, ai-je mérité cette rigueur désolante? Je ne crains pas de vous prendre pour juge. Qu'ai-je donc fait? Que céder à un sentiment involontaire, inspiré par la beauté et justifié par la vertu, toujours contenu par le respect, et dont l'innocent aveu fut l'effet de la confiance et non de l'espoir? La trahirez-vous, cette confiance, que vous-même avez semblé me permettre, et à laquelle je me suis livré sans réserve? Non, je ne puis le croire. Ce serait vous supposer un tort, et mon cœur se révolte à la seule idée de vous en trouver un. Je désavoue mes reproches. J'ai pu les écrire, mais non pas les penser. Ah, laissez-moi vous croire parfaite. C'est le seul plaisir qui me reste. Prouvez-moi que vous l'êtes en m'accordant vos soins généreux. Quel malheureux avez-vous secouru qui en eut autant de besoin que moi? Ne m'abandonnez pas dans le délire où vous m'avez plongé. Prêtez-moi votre raison, puisque vous avez ravi la mienne. Après m'avoir corrigé, éclairez-moi pour finir votre ouvrage. Je ne veux pas vous tromper. Vous ne parviendrez point à vaincre mon amour, mais vous m'apprendrez à le régler, en guidant mes démarches, en dictant mes discours. Vous me sauverez au moins du malheur affreux de vous déplaire. Dissipez surtout cette crainte désespérante. Dites-moi que vous me pardonnez, que vous me plaignez. Assurez-moi de votre indulgence. Vous n'aurez jamais toute celle que je vous désirerais, mais je réclame celle dont j'ai besoin. Me la refuserez-vous? Adieu, madame. Recevez avec bonté l'hommage de mes sentiments. Il ne nuit point à celui de mon respect. Lettre 25, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Voici le bulletin d'hier. En gros, les nouvelles, quoi. Les nouvelles du combat. À 11 heures, j'entrai chez madame de Rosemonde, et sous ses auspices, je fus introduit chez la feinte malade qui était encore couchée. Elle avait les yeux très battus. J'espère qu'elle avait aussi mal dormi que moi. Je saisis un moment où madame de Rosemonde s'était éloignée pour remettre ma lettre. On refusa de la prendre, mais je la laissai sur le lit, et allai bien honnêtement approcher le fauteuil de ma vieille tante, qui voulait être auprès de son cher enfant. Il fallut bien serrer la lettre pour éviter le scandale. La malade dit maladroitement qu'elle croyait avoir un peu de fièvre. Madame de Rosemonde m'engagea à lui tâter le pouls, en vantant beaucoup mes connaissances en médecine. Ma belle eut donc le double chagrin d'être obligée de me livrer son bras, et de sentir que son petit mensonge allait être découvert. En effet, je pris sa main et je serrai dans une des miennes, pendant que de l'autre, je parcourais son bras frais et potelé. La malicieuse personne ne répondit à rien, ce qui me fit dire en me retirant: « Il n'y a pas même la plus légère émotion. »
Je me doutais que ses regards devaient être sévères, et pour la punir, je ne les cherchais pas. Un moment après, elle dit qu'elle voulait se lever, et nous la laissâmes seule. Elle parut au dîner qui fut triste. Elle annonça qu'elle n'irait pas se promener, ce qui était de me dire que je n'aurais pas l'occasion de lui parler. Je sentis bien qu'il fallait placer là un soupir et un regard douloureux. Sans doute elle s'y attendait, car ce fut le seul moment de la journée où je parvins à rencontrer ses yeux. Toute sage qu'elle est, elle a ses petites ruses comme une autre. Je trouvai le moment de lui demander si elle avait eu la bonté de m'instruire de mon sort, et je fus un peu étonnée de l'entendre me répondre « Oui, monsieur, je vous ai écrit ». J'étais fort empressée d'avoir cette lettre, mais, soit ruse encore, ou maladresse, ou timidité, elle ne me la remit que le soir, au moment de se retirer chez elle. Je vous l'envoie. Ainsi que le brouillon de la mienne. Lisez et jugez. Voyez avec quelle insigne fausseté elle affirme qu'elle n'a point d'amour, quand je suis sûre du contraire. Et puis elle se plaindra, si je la trompe après, quand elle ne craint pas de me tromper avant. Ma belle amie, l'homme le plus adroit ne peut encore que se tenir au niveau de la femme la plus vraie. Il faudra pourtant feindre de croire à tout ce radotage et se fatiguer de désespoir, parce qu'il plaît à madame de jouer la rigueur. Le moyen de ne pas se venger de ces noirceurs-là. Ah, patience. Mais adieu, j'ai encore beaucoup à écrire. À propos, vous me renverrez la lettre de l'inhumaine. Il se pourrait faire que par la suite, elle voulut qu'on mît du prix à ces misères-là. Et il faut être en règle. Je ne vous parle pas de la petite Volange. Nous en causerons au premier jour. Donc, lettre 26, la présidente Tourvel au vicomte de Valmont. Alors, qu'est-ce qu'elle va lui écrire? Sûrement, monsieur, vous n'auriez eu aucune lettre de moi si ma sotte conduite d'hier au soir ne me forçait d'entrer aujourd'hui en explication avec vous. Oui, j'ai pleuré, je l'avoue. Peut-être aussi les 2 mots que vous me citez avec tant de soin me sont-ils échappés. Larmes et paroles, vous avez tout remarqué. Il faut donc vous expliquer tout. Accoutumée à n'inspirer que des sentiments honnêtes, à n'entendre que des discours que je puis écouter sans rougir, à jouir par conséquent d'une sécurité que j'ose dire que je mérite, je ne sais ni dissimuler ni combattre les impressions que j'éprouve. L'étonnement et l'embarras où m'a jeté votre procédé, je ne sais quelle crainte, inspirée par une situation qui n'eût jamais dû être faite pour moi, peut être l'idée révoltante de me voir confondue avec les femmes que vous méprisez, et traitée aussi légèrement qu'elles. Toutes ces causes réunies ont provoqué mes larmes, et ont pu me faire dire avec raison, je crois que j'étais malheureuse. Cette expression que vous trouvez si forte serait sûrement beaucoup trop faible encore si mes pleurs et mes discours avaient eu un autre motif. Si, au lieu de désapprouver des sentiments qui doivent m'offenser, j'avais pu craindre de les partager. Non, monsieur, je n'ai pas cette crainte. Si je l'avais, je fuirais à 100 lieues de vous. J'irais pleurer dans un désert le malheur de vous avoir connu. Peut-être même, malgré la certitude où je suis, de ne point vous aimer jamais, peut-être aurais-je mieux fait de suivre les conseils de mes amis, de ne pas vous laisser approcher de moi. J'ai cru, et c'est là mon seul tort, j'ai cru que vous respectiez une femme honnête qui ne demandait pas mieux que de vous trouver telle et de vous rendre justice, qui déjà vous défendait, tandis que vous l'outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas, non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n'auriez pas cru vous faire un droit de vos torts. Parce que vous m'avez tenu des discours que je ne devais pas entendre. Vous ne vous seriez pas cru autorisé à m'écrire une lettre que je ne devais pas lire. Et vous me demandez de guider vos démarches, de dicter votre discours. Eh bien, monsieur, le silence et l'oubli, voilà les conseils qu'il me convient de vous donner, comme à vous de les suivre. Alors, vous aurez en effet des droits à mon indulgence, il ne tiendrait qu'à vous d'en obtenir même à ma reconnaissance. Mais non, je ne ferai point une demande à celui qui ne m'a point respecté. Je ne donnerai point une marque de confiance à celui qui a abusé de ma sécurité. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr. Je ne le voulais pas. Je ne voulais pas voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie. J'opposais la voix de l'amitié à la voix publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit. Et je le prévois, vous ne voudrez rien réparer. Je m'en tiens, monsieur, à vous déclarer que vos sentiments m'offensent, que leur aveu m'outrage, et surtout que, loin d'en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais, si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence qu'il me semble avoir droit d'attendre, et même d'exiger de vous. Je joins à cette lettre celle que vous m'avez écrite, et j'espère que vous voudrez bien de même me remettre celle-ci. Je serais vraiment peinée qu'il restât aucune trace d'un événement qui n'eût jamais dû exister. J'ai l'honneur d'être, etc., etc.
ce 21 août, machin. Cécile Volanges, donc lettre 27 ensuite, Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Mon Dieu, que vous êtes bonne, madame. Comme vous avez bien senti qu'il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler. Aussi, c'est ce que j'ai à vous dire est bien difficile. Mais vous êtes mon amie, n'est-il pas vrai? Oh oui, ma bien bonne amie. Je vais tâcher de n'avoir pas peur. Et puis, j'ai tant besoin de vous, de vos conseils. J'ai bien du chagrin. Il me semble que tout le monde devine ce que je pense. Et surtout quand il est là. Je rougis dès qu'on me regarde. Hier, quand vous m'avez vu pleurer, c'est que je voulais vous parler. Et puis, je ne sais quoi m'en empêchait. Et quand vous m'avez demandé ce que j'avais, mes larmes sont venues malgré moi. Je n'aurais pas pu vous dire une parole. Sans vous, maman allait s'en apercevoir, et qu'est-ce que je serais devenue? Voilà pourtant comme je passe ma vie, surtout depuis 4 jours. C'est ce jour-là, madame. Oui, je vais vous le dire. C'est ce jour-là que monsieur le chevalier d'Ancenis m'a écrit. Oh, je vous assure que quand j'ai trouvé la lettre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais pour ne pas mentir, je ne peux pas dire que je n'ai eu bien du plaisir en la lisant. Voyez-vous, j'aimerais mieux avoir du chagrin toute ma vie que s'il ne me l'eût pas écrite. Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j'en étais fâchée. Mais il dit que c'était plus fort que lui, et je le crois bien, car j'avais résolu de ne lui pas répondre, et pourtant je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, je ne lui ai écrit qu'une fois, et même c'était en partie pour lui dire de ne plus m'écrire. Mais malgré cela, il m'écrit toujours. Et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu'il est triste, et ça m'afflige encore davantage. Si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre. Dites-moi, je vous en prie, madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps, seulement jusqu'à ce qu'il ait pu prendre sur lui de ne plus m'écrire lui-même, et de rester comme nous étions avant? Car pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai. Tenez, en lisant sa dernière lettre, j'ai pleuré que ça ne finissait pas. Et je suis bien sûre que si je ne lui réponds pas encore, ça nous fera bien de la peine. Je vais vous envoyer sa lettre aussi, ou bien une copie, et vous en jugerez. Vous verrez bien que ce n'est rien de mal qu'il demande. Cependant, si vous trouvez que ça ne se doit pas, je vous promets de m'en empêcher. Mais je crois que vous penserez comme moi, que ce n'est pas là du mal. Pendant que j'y suis, madame, permettez-moi de vous faire encore une question. On m'a bien dit que c'était mal d'aimer quelqu'un, mais pourquoi cela? Ce qui me fait vous le demander, c'est que monsieur le chevalier d'Ancenis prétend que ce n'est pas mal du tout, et que presque tout le monde aime. Si cela était, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m'en empêcher. Ou bien est-ce que ce n'est un mal que pour les demoiselles? Car j'ai entendu maman elle-même dire que madame D aimait monsieur machin, et elle n'en parlait pas comme d'une chose qui serait si mal. Et pourtant je suis sûre qu'elle se fâcherait contre moi si elle se doutait seulement de mon amitié pour monsieur d'Ancenis. Elle me traite toujours comme une enfant, maman, et elle ne me dit rien du tout. Je croyais, quand elle m'a fait sortir du couvent, que c'était pour me marier, mais à présent, il me semble que non. Ce n'est pas que je m'en soucie, je vous assure, mais vous qui êtes si amie avec elle, vous savez peut-être ce qu'il en est. Et si vous le savez, j'espère que vous me le direz. Voilà une bien longue lettre, madame, mais puisque vous m'avez permis de vous écrire, j'en ai profité pour vous dire tout ce que je compte sur votre amitié. J'ai l'honneur d'être, etc., blablabla, le 23 août 1700 et quelques. Lettre 28. Le chevalier d'Ancenis à Cécile Volanges. Et quoi, mademoiselle, vous refusez toujours de me répondre? Rien ne peut vous fléchir, et chaque jour emporte avec lui l'espoir qu'il avait amené? Quelle est donc cette amitié que vous consentez, qui subsiste entre nous, si elle n'est pas assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine, si elle vous laisse froide et tranquille, tandis que j'éprouve les tourments d'un feu que je ne puis éteindre? Si loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit pas même à faire naître votre pitié? Quoi? Votre ami souffre, et vous ne faites rien pour le secourir? Il ne vous demande qu'un mot, et vous le lui refusez. Et vous voulez qu'il se contente d'un sentiment si faible dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances? Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier. Ah, croyez-moi, mademoiselle, vouloir payer de l'amour avec de l'amitié, ce n'est pas craindre l'ingratitude, c'est redouter seulement d'en avoir l'air. Cependant, je n'ose plus vous entretenir d'un sentiment qui ne peut que vous être à charge. S'il ne vous intéresse pas, il faut au moins le renfermer en moi-même, en attendant que j'apprenne à le vaincre. Je sens bien ce travail sera pénible. Je ne me dissimule pas que j'aurai besoin de toutes mes forces. Je tenterai tous les moyens. Il en est un qui coûtera le plus à mon cœur, ce sera celui de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J'essaierai même de vous voir moins, et déjà je m'occupe d'en trouver un prétexte plausible.
Quoi? Je perdrai la douce habitude de vous voir chaque jour? Ah, du moins, je ne cesserai jamais de la regretter. Un malheur éternel sera le prix de l'amour le plus tendre, et vous l'aurez voulu, et ce sera votre ouvrage. Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd'hui. Vous seule étiez faite pour mon cœur. Avec quel plaisir je ferai le serment de ne vivre que pour vous. Mais vous ne voulez pas le recevoir. Votre silence m'apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi. Il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence et la manière la plus cruelle de me l'annoncer. Adieu, mademoiselle. Je n'ose plus me flatter d'une réponse. L'amour l'eût écrite avec empressement, l'amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance. Mais la pitié, l'amitié et l'amour sont également étrangers à votre cœur. Oh, voyez donc, il est dur quand même. Donc, lettre 29. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je te le disais bien, Sophie, qu'il y avait des cas où on pouvait écrire, et je t'assure que je me reproche bien d'avoir suivi ton avis, qui nous a tant fait de peine au chevalier d'Anceny et à moi. La preuve que j'avais raison, c'est que madame de Merteuil, qui est une femme qui sûrement le sait bien, a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle m'a bien dit d'abord comme toi, mais quand je lui ai eu tout expliqué, elle est convenue que c'était bien différent. Elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du chevalier d'Anceny, afin d'être sûre que je ne dirai pas que je ne dirai que ce qu'il faudra. Ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l'aime, madame de Merteuil, elle est si bonne, et c'est une femme bien respectable. Ainsi, il n'y a rien à dire. Comme je m'en vais écrire à monsieur d'Anceny, et comme il va être content, il le sera encore plus qu'il ne le croit, car jusqu'ici, je ne lui parlais que de mon amitié, et lui voulait toujours que je dise mon amour. Je crois que c'était bien la même chose, mais enfin, je n'osais pas, et il tenait à cela. Je l'ai dit à madame de Merteuil, elle m'a dit que j'avais eu raison, et qu'il ne fallait convenir d'avoir de l'amour que quand on ne pouvait plus s'en empêcher. Or, je suis bien sûre que je ne pourrai pas m'en empêcher plus longtemps. Après tout, c'est la même chose, et cela lui plaira davantage. Madame de Merteuil m'a dit aussi qu'elle me prêterait des livres qui parlaient de tout cela, et qui m'apprendraient bien à me conduire, et aussi à mieux écrire que je ne le fais. Car vois-tu, elle me dit que tous mes défauts, elle me dit tous mes défauts, ce qui est une preuve qu'elle m'aime bien. Elle m'a recommandé seulement de ne rien dire à maman de ces livres-là, parce que ça aurait l'air de trouver qu'elle a trop négligé mon éducation, et ça pourrait la fâcher. Oh, je ne lui en dirai rien. C'est pourtant bien extraordinaire qu'une femme qui ne m'est presque pas parente prenne plus de soin de moi que ma mère. C'est bien heureux pour moi de l'avoir connue. Elle a demandé aussi à maman de me mener après-demain à l'opéra, dans sa loge. Elle m'a dit que nous y serions toutes seules, et nous causerons tout le temps sans craindre qu'on nous entende. J'aime bien mieux cela que l'opéra. Nous causerons aussi de mon mariage, car elle m'a dit que c'était bien vrai que j'allais me marier, mais nous n'avons pas pu en dire davantage. Par exemple, n'est-ce pas encore bien étonnant que maman ne m'en dise rien du tout? Adieu, ma Sophie, je m'en vais écrire au chevalier d'Anceny. Oh, je suis bien contente. Bon. Ah, bien naïve aussi, cette petite Cécile. Donc ensuite, lettre 30, Cécile Volanges au chevalier d'Anceny. Enfin, monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque sans cela, vous seriez malheureux. Vous dites que je n'ai pas bon cœur, je vous assure bien que vous vous trompez, et j'espère qu'à présent, vous n'en doutez plus. Si vous avez du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi? Mais c'est que pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal, et même je ne serais sûrement pas convenue de mon amour si j'avais pu m'en empêcher. Mais votre tristesse me faisait trop de peine. J'espère qu'à présent vous n'en aurez plus, et que nous allons être bien heureux. Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir, et que vous viendrez de bonne heure. Ce ne sera jamais aussi tôt que je le désire. Maman soupe chez elle, et je crois qu'elle vous proposera d'y rester. J'espère que vous ne serez pas engagé comme avant-hier. C'était donc bien agréable le souper. Où vous alliez, car vous y avez été de bien bonne heure. Mais enfin, ne parlons pas de ça. À présent que vous savez que je vous aime, j'espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez, car je ne suis contente que lorsque je suis avec vous, et je voudrais bien que vous fussiez tout de même. Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste. Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n'est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivé.
afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux mieux faire. Adieu, monsieur, je vous aime bien de tout mon cœur. Plus je vous le dis, plus je suis contente. J'espère que vous le serez aussi. Lettre 31. Le chevalier d'Anceny à Cécile Volanges. Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimée de vous. Le vôtre ne finira jamais, s'il doit durer autant que l'amour que vous m'avez inspiré. Quoi? Vous m'aimez? Vous ne craignez plus de m'assurer de votre amour? Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente. Après avoir lu ce charmant « Je vous aime » écrit de votre main, j'ai entendu votre belle bouche m'en répéter l'aveu. J'ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants qu'embellissaient encore l'expression de la tendresse. J'ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. Ah, recevez le mien, de consacrer ma vie entière à votre bonheur. Recevez-le, et soyez sûr que je ne le trahirai pas. Quelle heureuse journée que nous avons passée hier. Ah, pourquoi Madame de Merteuil n'a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre maman? Pourquoi faut-il que l'idée de la contrainte qui nous attend vienne se mêler aux souvenirs délicieux qui m'occupent? Pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main qui m'a écrit « Je vous aime », la couvrir de baisers et me venger ainsi du refus que vous m'avez fait d'une faveur plus grande? Dites-moi, ma Cécile, quand votre maman a été rentrée, quand nous avons été forcés par sa présence de n'avoir plus l'un pour l'autre que des regards indifférents, quand vous ne pouviez plus me consoler par l'assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m'en donner des preuves, n'avez-vous donc senti aucun regret? Ne vous êtes-vous pas dit « un baiser l'eût rendu plus heureux, et c'est moi qui lui ai ravi ce bonheur » Promettez-moi, mon aimable ami, qu'à la première occasion vous serez moins sévère. À l'aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent, et les privations cruelles seront au moins adoucies par la certitude que vous en partagez le secret. Adieu, ma charmante Cécile, voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter, si ce n'était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j'aime tant, vous que j'aimerais toujours davantage. Voilà. Ensuite, lettre 32. Madame de Volanges à la présidente de Tourvel. Vous voulez donc, madame, que je croie à la vertu de monsieur de Valmont? J'avoue que je ne puis m'y résoudre, et que j'aurais autant de peine à le juger honnête, d'après le seul fait que vous me racontez, qu'à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j'apprendrai une faute. L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l'honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d'autant plus nécessaire à croire que c'est d'elle que dérive la nécessité de l'indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu'elle préserve ceux-ci de l'orgueil et sauve les autres du découragement. Vous trouverez sans doute que je pratique bien mal dans ce moment cette indulgence que je prêche, mais je ne vois plus en elle qu'une faiblesse dangereuse, quand elle nous mène à traiter d'eux-mêmes le vicieux et l'homme du bien. Je ne me permettrai point de scruter les motifs de l'action de M. de Valmont. Je veux croire qu'ils sont louables, comme elle. Mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale? Écoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qu'il a secouru, mais qu'elle ne vous empêche pas d'entendre les cris de 100 victimes qu'il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu'un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse? Là, c'est marqué liaison, en fait, c'est une relation sociale. Encore ici, mais le contexte permet d'élargir le sens vers l'idée de relation amoureuse. L'adjectif dangereuse éclairant le titre de l'œuvre, voire la dernière lettre du roman. Bon, on ne va pas regarder la dernière lettre maintenant, hein. Donc, quand il ne serait, comme vous le dites, qu'un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse? Vous le supposez susceptible d'un retour heureux? Allons plus loin, supposons ce miracle arrivé. Ne resterait-il pas contre lui l'opinion publique, et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite? Dieu seul peut absoudre au moment de repentir. Il lit dans les cœurs, mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions, et nul d'entre eux, après avoir perdu l'estime des autres, n'a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire, qui rend cette perte si difficile à réparer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit pour perdre cette estime d'avoir l'air d'y attacher trop peu de prix, et ne taxez pas cette sévérité d'injustice, car outre qu'on est fondé à croire qu'on ne renonce pas à ce bien précieux, quand on a droit d'y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire
qui n'est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait, cependant, l'aspect sous lequel vous montrerez une liaison intime avec M. de Valmont, quelque innocente qu'elle pût être. Effrayé de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil, à qui on a pardonné cette liaison. Vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi. Vous me direz que, loin d'être rejeté par des gens honnêtes, il est admis, recherché même dans ce qu'on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout. D'abord, Madame de Merteuil, en effet très estimable, n'a peut-être d'autre défaut que trop de confiance en ses forces. C'est un guide adroit qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices, et que le succès seul justifie. Il est juste de la louer, et serait imprudent de la suivre. Elle-même en convient et s'en accuse. À mesure qu'elle a vu davantage ses principes sont devenus plus sévères, et je ne crains pas de vous assurer qu'elle penserait comme moi. Quant à ce qui me regarde, je ne me justifierai pas plus que les autres. Sans doute je reçois M. de Valmont, et il est reçu partout. C'est une inconséquence de plus à ajouter à 1000 autres qui gouvernent la société. Vous savez comme moi qu'on passe sa vie à les remarquer, à s'en plaindre et à s'y livrer. M. de Valmont, avec un beau nom, une grande fortune, beaucoup de qualités aimables, a reconnu de bonne heure que pour avoir l'empire dans la société, il suffisait de manier avec une égale adresse la louange et le ridicule. Nul ne possède comme lui ce double talent. Il séduit avec l'un et se fait craindre avec l'autre. On ne l'estime pas, mais on le flatte. Telle est son existence au milieu d'un monde qui, plus prudent que courageux, aime mieux le ménager que le combattre. Mais ni Madame de Merteuil elle-même, ni aucune autre femme n'oserait sans doute aller s'enfermer à la campagne, presque en tête-à-tête avec un tel homme. Il était réservé à la plus sage, à la plus modeste d'entre elles, de donner l'exemple de cette inconséquence. Pardonnez-moi ce mot, il échappe à l'amitié. Ma belle amie, votre honnêteté même vous trahit par la sécurité qu'elle vous inspire. Songez donc que vous aurez pour juge, d'une part, des gens frivoles, qui ne croiront pas à une vertu dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux, et de l'autre, des méchants qui feindront de n'y pas croire, pour vous punir de l'avoir eu. Considérez que vous faites, en ce moment, dans ce moment, ce que quelques hommes n'oseraient pas risquer. En effet, parmi les jeunes gens dont M. de Valmont ne s'est que trop rendu l'oracle, je vois les plus sages craindre de paraître liés trop intimement avec lui. Et vous, vous ne le craignez pas. Ah, revenez, revenez, je vous en conjure. Si mes raisons ne suffisent pas pour vous persuader, cédez à mon amitié. C'est elle qui me fait renouveler mes insistances. C'est à elle à les justifier. Vous la trouvez sévère et je désire qu'elle soit inutile, mais j'aime mieux que vous ayez à vous plaindre de sa sollicitude que de sa négligence. Lettre 33, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Dès que vous craignez de réussir, mon cher vicomte, dès que votre projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de vaincre que de combattre, je n'ai plus rien à dire. Votre conduite est un chef-d'œuvre de prudence. Elle en serait un de sottise dans la supposition contraire. Et pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion. Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment. D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fût venu. De l'autre, je sais assez, quoi qu'on en dise, qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire. Je vous défie à présent de prévoir où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu'elle doit se rendre. Il me semble que ce ne peut être là qu'une vérité de sentiment et non de démonstration, et que pour la faire recevoir, il s'agit d'attendrir et non de raisonner. Mais à quoi vous servirait d'attendrir par lettres, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter? Quand vos belles phrases produiraient l'ivresse de l'amour, vous flattez-vous qu'elles soient assez longues pour que la réflexion n'ait pas le temps de d'en empêcher l'aveu. Songez donc à celui qu'il faut pour écrire une lettre, à celui qui se passe avant qu'on la remette, et voyez si surtout une femme à principe comme votre dévote peut vouloir si longtemps ce qu'elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec les enfants, qui, quand ils écrivent « je vous aime », ne savent pas qu'ils disent « je me rends ». Mais la vertu raisonneuse de Madame de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Et puis, savez-vous ce qui arrive? Par cela seul qu'on dispute, on ne veut pas céder.
À force de chercher de bonnes raisons, on en trouve, on les dit. Et après, on y tient. Non pas tant parce qu'elles sont bonnes que pour ne pas se démentir. De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez pas faite, c'est qu'il n'y a rien de si difficile en amour que d'écrire ce qu'on ne sent pas. Je dis écrire d'une façon vraisemblable. Ce n'est pas qu'on ne se serve des mêmes mots, mais on ne les arrange pas de même. Ou plutôt, on les arrange et cela suffit. Relisez votre lettre. Il y règne un ordre qui vous décèle à chaque phrase. Je veux croire que votre présidente est assez peu formée pour ne s'en pas apercevoir, mais qu'importe. Les faits n'en est pas moins manqué. C'est le défaut des romans. L'auteur se bat les flancs pour s'échauffer et le lecteur reste froid. Héloïse, dans Julie ou la nouvelle Héloïse, roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau. Donc Héloïse est le seul qu'on en puisse accepter, et malgré le talent de l'auteur, cette observation m'a toujours fait croire que le fond en était vrai. Il n'en est pas de même en parlant. L'habitude de travailler son organe y donne de la sensibilité, la facilité des larmes y ajoute encore. L'expression du désir se confond dans les yeux avec celle de la tendresse. Enfin, le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre, qui est la véritable éloquence de l'amour. Et surtout, la présence de l'objet aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d'être vaincus. Croyez-moi, vicomte, on vous demande de ne plus écrire. Profitez-en pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler. Savez-vous que cette femme a plus de force que je ne croyais? Sa défense est bonne, et sans la longueur de sa lettre et le prétexte qu'elle vous donne pour rentrer en matière dans sa phrase de reconnaissance, elle ne se serait pas du tout trahie. Ce qui me paraît encore devoir vous rassurer sur le succès, c'est qu'elle use trop de force à la fois. Je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du mot et qu'il ne lui en restera plus pour celle de la chose. Je vous envoie vos 2 lettres et si vous êtes prudent, ce seront les dernières jusqu'après l'heureux moment. S'il était moins tard, je vous parlerai de la petite Volange qui avance assez vite et dont je suis fort contente. Je crois que j'aurai fini avant vous et vous devez en être bien heureux. Adieu pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Mais donc là, en gros, qu'est-ce qu'elle dit, Merteuil au vicomte? Elle dit que voilà, que la présidente de Tourvel, en fait, elle est quand même assez instruite. Elle écrit très bien et elle sait très bien se défendre par l'écrit. Mais par contre, s'il y va en frontal, en gros, s'il attaque direct, eh ben, peut-être que sa raison succombera et que vu qu'elle n'est pas habituée à ça, bah, du coup, voilà, peut-être il arrivera à enlever, on va dire, le dernier cadenas, quoi. Bon, voilà, donc ça suit son cours. C'est vraiment des calculateurs quand même assez infâmes. Mais voilà, bah c'est ça, hein, c'est les liaisons dangereuses. Hein, voilà, ça ne parle que de tactique. Et voilà, donc est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? On verra. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.